Je vais pas mentir, ça me ferait mourir de rire qu'on ait un avant-après de moi il y a même pas 30 minutes à peu près. Je sais pas si on regarde, j'ai bien eu. Mais je me suis dit que quitte à revenir, autant revenir en beauté parce que si j'étais revenue comme j'étais il y a 10 minutes, c'était une catastrophe. J'étais en pyjama et puis après je suis allée prendre un bain et je me suis dit dans le bain, Margot, faut se sortir les doigts du cul. Voilà, donc en vrai, les cheveux sont propres, le rouge à lèvres est approximatif, mais il n'y en a pas sur les dents. Il y a juste cet énorme star, mais bon, écoutez, je ne sais pas quoi faire de moi. Allez. Insupportable. C'est très dur de... Je sais pourquoi je repoussais en fait, j'ai pas du tout envie de voir ma gueule. Là. Et attendez que le chat vienne et fasse sa vie. Ah, je vais tirer ça pour pouvoir... Ah oui, mais accoudé comme au PMU. Je reviens pour vous faire... Ah oui, c'est super ça. Je crois que ça fait de moi une flemmarde, mais c'est super. Je reviens pour vous faire un point lecture du mois de janvier 2026. Je vais pas faire semblant qu'il n'y ait pas eu encore un vide intersidéral de je ne sais pas combien de mois. Il y a un mélange de plein de choses. C'est pas le temps, beaucoup de flemme, pas du tout envie de voir ma gueule. La preuve en est, il faut que je me maquille pour arriver à revenir. Donc c'est un mélange de plein de trucs, mais en même temps j'ai fait d'excellentes lectures en janvier et début février, mais ça sera pour la prochaine vidéo, si Dieu le veut. Mais du coup ça me frustre de ne pas pouvoir en parler, dont un titre dont j'ai besoin de discuter en spoilant un petit peu, donc ça je le ferai à la fin. On va commencer par ma première lecture de janvier. Je ne vais pas tergiverser. J'ai commencé par Les fantômes de Shearwater de Charlotte McConaghy qui est publié chez Gaïa. Charlotte McConaghy, je vous ai, à mon avis, saoulé l'année dernière, l'année d'avant. Je ne sais même plus, je crois que c'était il y a 2 ans. Oh là là. Avec Je pleure encore la beauté du monde, magnifique titre, magnifique livre, un de mes plus gros coups de cœur. Petit spoiler d'ailleurs pour février, il vient d'être égalé. C'est-à-dire que je mets rarement des 20 sur 20 sur des livres, et bien j'en ai eu un, mais ce sera pour février. Mais en attendant, Les fantômes de Shearwater, ça a été quand même un très très beau coup de cœur. Ce n'était pas autant que Je pleure encore la beauté du monde, mais pour une simple et bonne raison, c'est que les thématiques de Je pleure encore la beauté du monde, c'était Lou et Gémellité indétrônable pour moi, plus le truc de mélange de sens qui a fait que j'étais complètement bouleversée par ce livre. Mais Les fantômes de Shearwater étaient quand même bouleversants et captivants. Il a eu l'agréable surprise de me tenir quasiment toute la nuit. Je n'arrivais pas à le poser. C'est vrai que Je pleure encore la beauté du monde avait ce côté déjà un peu thriller. Pour planter un peu le décor, ça se passe sur l'île de Shearwater, qui est une île où était implantée une base scientifique un peu façon Lost, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Là, ils cherchaient en gros à faire une base de graines pour survivre au réchauffement climatique, aux catastrophes, etc. Pour garder une part de la nature un peu vivante, sauf que l'île est menacée par la montée des eaux, et donc la base scientifique a fui. Ne reste sur l'île de Shearwater qu'une famille. Donc ne reste sur l'île que Dominique Salt et ses 3 enfants, Orly, le petit dernier, qui est mon petit chouchou, Raph, qui a l'air d'avoir lui aussi vécu des choses pas faciles du tout, et la fille qui s'appelle Fen. Et Fen. Donc ils vivent là dans l'attente d'un bateau qui doit arriver pour les récupérer et pour fuir de l'île, mais Orly est quasiment né sur l'île et y a passé la majorité de sa vie, voire toute sa vie, et les 2 autres enfants y ont passé un nombre incalculable d'années. La mère est décédée, je crois, sur l'île. Enfin en gros, ils ont vécu des choses pas faciles du tout, mais se serrent les coudes et vivent vraiment très soudés jusqu'à l'arrivée d'une femme qui finit échouée sur les bords de, je sais plus, l'océan Austral. À moitié morte, en vrai, elle est quand même sacrément amochée. Le bateau est complètement ravagé, les gens qui étaient dessus sont morts aussi. Et on sent bien que tout le monde, tout ce petit monde, mais enfants, parents, tout le monde, on sent que tout le monde cache quelque chose, on sent que tout le monde est tenté par un secret, par un fantôme. Et on est baladé par Charlotte McConaghy pendant tout le roman. C'est incroyable, il y a des liens qui se tissent, malgré la méfiance des personnages les uns avec les autres. Il y a des liens qui se tissent, on dirait dans un certain langage un peu insupportable, mais vrai, que c'est une found family. Mais en même temps, c'est pas vrai parce qu'il y a tellement de secrets et de non-dits entre certains des personnages que c'est compliqué de construire une relation un peu saine sur tous ces mensonges et ces secrets. Et là, c'est toujours la nature qui a une place hyper importante, qui est l'océan qui est violent, c'est la nature, la météo qui est froide, qui est glaciale. Dominique qui est un personnage assez renfermé, mais qui en plus qui a vécu des choses pas du tout faciles, qui a du mal à s'ouvrir. Et en même temps, Rowan, le personnage de cette femme, est très attachant. Il y a toute une
réflexion sur la maternité, le désir d'enfant, le désir de ne pas avoir d'enfant, le choix qu'elle fait de ne pas avoir d'enfant. J'ai adoré ces passages-là, j'ai adoré le format, c'est pas le format, comment on appelle ça? J'ai adoré aide-moi. J'ai adoré la construction du roman. C'est un roman choral, donc on alterne vraiment les points de vue de tous les personnages, même... Enfin, c'était incroyable, c'était une très bonne lecture. C'est vraiment Charlotte McConaghy est ma nouvelle autrice préférée. Je trouve que la traduction de Marie Chabin est excellente, que c'était une franche réussite. J'ai très bien commencé mon année 2026. J'ai vu que plusieurs personnes l'avaient déjà lu et avaient adoré. Je suis ravie de voir que ce titre fait encore une fois l'unanimité. Et j'espère qu'il va fonctionner autant qu'il le mérite parce que c'est un excellent roman. Et je pense que je passe trop vite sur certains points, mais il y a d'autres trucs dont je dois parler. Ensuite, j'ai lu Nos constellations de Florence Quentin, publié chez Didier Jeunesse. Si je ne dis pas de bêtises, je mettrai les petites vignettes parce que j'ai la flemmaste d'attraper le livre. C'est déjà bien beau que je filme, on va pas en plus lever ses fesses, hein, faut pas déconner non plus. Nos constellations, c'est une histoire d'amour, d'amitié entre deux jeunes garçons qui se sont rencontrés quand ils étaient jeunes dans leur en été pendant des vacances, et ils se sont séparés de nombreuses années et un drame les réunit. Dans l'endroit où ils ont passé leur été, l'endroit où ils se sont rencontrés. Ils ont bien changé, mais il y a une chose qui n'a pas changé, c'est les sentiments qu'ils éprouvent l'un envers l'autre. Et c'était un très beau roman. J'avoue qu'il ne m'a pas autant touchée que ce que je pensais. Je crois que j'ai vu beaucoup d'avis positifs. Je suis la première à être dithyrambique sur certains titres. Et donc du coup, je sais que des fois, à être trop dithyrambique, on casse un peu les attentes que nous on a quand on y plonge. Ça a été un peu le cas sur ce titre-là. J'avoue que je m'attendais à un peu plus d'émotion. Ce que j'ai trouvé très bien maîtrisé, ma collègue qui l'avait lu m'avait prévenu, c'est qu'il n'y a aucune vraiment scène décrite, mais il y a énormément de tension entre les deux personnages, ce qui fait qu'il y a vraiment des petits papillons qui se créent dans le ventre. Mais je trouve que, moi, ce qui me gêne en fait un tout petit peu dans ce titre-là, et ça me fait de plus en plus ça en littérature young adulte, c'est mais pas que en littérature young adulte, un peu en romance contemporaine aussi, c'est quand les personnages ont tous des casseroles. Là, typiquement, il y en a un, je crois que c'est pas... bon, c'est pas un spoil, donc je peux le dire, parce que on le sait très vite. Il y en a un qui a fait une tentative de suicide, et l'autre, sa mère est morte d'un cancer, ou sa mère est morte. Donc j'avoue que je sais que ça arrive dans la vraie vie, je ne dis pas que ça n'arrive pas. Ce qui me gêne un petit peu, c'est quand à chaque fois, les deux personnages ont... je sais pas comment dire, ont tous les deux à chaque fois forcément un passé torturé. Je ne dis pas que ça n'arrive pas dans la vraie vie, bien sûr que ça arrive, forcément des fois les gens qui ont deux passés torturés se rencontrent, mais des fois je trouve ça un peu too much drama, et des fois c'est bien fait pour que ça me balade, et là c'était plutôt bien fait quand même. Je vais pas mentir, j'ai dévoré le livre, j'ai adoré ma lecture, mais des fois j'étais là, bon ben oui, ils s'aiment, on sait comment ça va finir, voilà. J'ai cette petite réserve. Ensuite, j'ai lu Petit bois de... Non, pas du tout. J'ai lu Petit fruit de Marion Fayolle, publié chez Gallimard, qui avait écrit Du même bois, d'où mon petit lapsus. C'était très bizarre, très bizarre, très bizarre, très bizarre, très bizarre. Alors j'aime bien, j'avais beaucoup aimé Du même bois, même s'il était, encore une fois, les deux sont très courts, ce qui n'empêche pas que ce soit assez percutant, mais... Autant Du même bois traitait de la ruralité, de la famille, de l'hérédité, etc. Donc c'était... on n'était pas dans le trop bizarre. Petit fruit, il y a un petit truc un peu bizarre. C'est que en fait on parle d'un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants. Ça, les premières pages, je les ai trouvées très marquantes. C'est très bien écrit, la manière dont la femme est complètement bouleversée par le fait de ne pas arriver à avoir d'enfants. Ça, c'était extrêmement bien décrit. Et c'est central dans le livre. Ce qui me gêne vraiment, c'est en gros, il y a le couple va être bouleversé par l'arrivée d'un homme qui semble connaître la femme, mais qui semble avoir une case en moins. Et qui va un peu les stalker, slash rentrer chez eux, s'incruster dans leur vie, et ça n'a l'air de gêner personne. Même le mari, ça a l'air de le gêner, en même temps il a l'air un peu genre, bon bah mec t'es juste cinglé donc je t'en prie rentre. Moi je suis là, mais en fait il pourrait juste tous vous tuer, bande de tarés. Donc ça m'a laissé perplexe, je sais pas trop quoi en penser. Autant la femme, le point de vue sur le fait de ne pas arriver à avoir d'enfant, j'ai trouvé que c'était très bien. Autant le format du mec un peu chelou qui s'immisce dans le couple, et puis la fin, donc c'est bref, mais je n'ai pas su quoi en penser. Donc ça me... Trop compliqué de se faire une idée de ce roman, je ne sais pas quoi en dire. Ensuite, autre court roman que j'attendais un peu et j'ai été très déçue, c'était 7 jours de Fabrice Collin, publié chez Calman Levy. C'est l'histoire d'une femme, d'un couple,
et la femme disparaît du jour au lendemain. Et donc la famille, les 2 enfants et le père doivent se reconstruire après la disparition de cette femme totalement inexpliquée. On ne retrouve ni corps, c'est peut-être une disparition volontaire, mais pareil, aucun indice ne le laisse suggérer. Ils se disputent dans la voiture, elle sort de la voiture, ils sont en pleine forêt, et elle disparaît. Elle disparaît, lui il remonte dans la voiture, et puis voilà, enfin en gros la femme n'est plus là. Donc ils font bien des recherches pendant un temps, mais si c'est une disparition volontaire, bah, c'est réussi, et si c'est un enlèvement, bah, c'est réussi aussi parce que personne ne retrouve cette femme. Donc quelques années après, ils sont obligés de continuer à faire leur vie. Pour les personnes qui ne voudraient pas, qui voudraient lire le livre et qui ne voudraient pas trop être spoilées, passer ce moment-là, je pense à aller vers 15 minutes parce que je ne vais pas m'étaler beaucoup. C'est que la femme réapparaît. Et en fait, moi, le contrat de lecture que j'avais avec ce bouquin quand ma représentante m'en avait parlé, c'était que je pensais pas que la femme allait ressurgir. Et il y a un côté fin ouverte, côté un peu inexpliqué, pas mystique, mais proche du fantastique aussi, qui d'habitude aurait pu me plaire, mais qui là, comme c'était pas dans mon contrat de lecture, c'était pas ce que j'attendais du bouquin, j'ai trouvé ça bizarre, pas ce que je voulais. C'était pas ce que je voulais. Et les réactions, la manière dont est décortiqué le couple et la famille après la réapparition de cette femme, m'a laissé vraiment, encore une fois, un peu froide. J'ai pas aimé le personnage masculin. En même temps, il réagit tout à fait normalement par rapport à ce qui lui arrive. Et en même temps, il a un côté, je sais pas, vieux mec. Je trouve qu'on aurait dit un vieux mec. Donc, j'ai pas... Voilà, ça m'a pas emballé plus que ça, donc je vais pas m'étaler. Ensuite, j'ai lu un livre que j'attendais énormément. Wake Up Like This de Léa, Amy, je ne sais plus, publié chez Flammarion, c'est de l'ado. J'ai haï cette lecture, c'est absolument tout ce que je déteste, c'est-à-dire que je m'attends à une comédie romantique pipou. Ça m'a fait un peu le même effet sur Better Than the Movies, c'est que je m'attends à une lecture pipou et en fait je vois partout que les gens ont aimé, je vois que les gens ont rigolé, je vois que les gens... Oh, le mépris que j'ai eu quand j'ai dit ont rigolé. Bon bref, désolée, mais moi quand je déteste, je déteste. Et je peux comprendre que ça plaise, ça fait un peu genre 30 ans malgré tout, je sais plus quel film. C'est une comédie romantique entre 2 adolescents qui se détestent et qui doivent organiser le bal de promo tous les deux. Elles tombent d'un escabeau, ils se réveillent tous les deux 30 ans, non, même pas n'importe quoi, ils se réveillent 10 ans plus tard dans le même lit et ils sont sur le point de se marier. Les deux ne comprennent pas comment ils sont arrivés là et c'est un peu les questionnements sur ils se détestent, comment on en arrive à s'aimer et à presque se marier et comment on va retourner dans le présent, passé, bref. Donc sur le papier c'était tout ce qui me plaisait, j'avais super envie de lire et en fait j'ai été extrêmement déçue. Je trouve qu'il n'y a aucune alchimie entre les personnages, on ne comprend pas comment ils se détestent, on ne comprend pas comment ils arrivent à en venir à s'aimer. C'est pas drôle du tout, genre moi j'ai pas du tout trouvé qu'il y avait des passages drôles, je les ai trouvés insupportables, c'est prévisible, le côté balle de promo, moi j'étais là, franchement mais qu'est-ce qu'on en a ras le cul des trucs de balle de promo, c'est bon on est en 2026, on avance s'il vous plaît. Si on fait un bal de promo, qu'au moins ce soit original. Donc non, franchement, j'ai haï. Je pense qu'il y a plus d'avis positifs ailleurs que... Je veux dire, j'ai... Oh non, pas le cul. Pas le cul. J'ai vu plein d'avis positifs, donc en soi, je pense, pour de vrai, ne vous fiez pas que au mien, et si ça vous tente, allez le lire vous-même. Oui, bah, faisons cette toilette du cul pendant que tout le monde nous regarde. T'as aucune pudeur ou quoi? Clairement pas. Je vous conseille soit de le lire et de vous faire votre propre avis, soit si comme moi les trucs un peu américains, clichés, ça vous saoule, non mieux. En fait vraiment, moi je trouve que la comparaison est pareille. C'est que si vous avez pas aimé Better Than the Movies parce que c'était un peu trop cliché et que vous trouviez qu'il n'y avait pas d'alchimie entre les deux personnages, je vous déconseille Wake Up Like This. Voilà. Pour moi c'était le même niveau de déception, c'est que c'était censé être trop pipou et moi il n'y avait pas d'alchimie entre les persos et à ce moment-là je vois pas l'intérêt de faire une romance. Ensuite, j'ai lu Lundi c'est loin de Austin McKenna, traduit par, je suis désolée, je ne sais plus qui, publié chez l'Olivier, qui est un livre, l'auteur est irlandais, mais le roman se passe à Londres pendant une journée caniculaire, un peu bouleversée par une baleine qui s'est échouée dans la Tamise et que les scientifiques et personnes habilitées essaient de remettre à l'eau. Et on va suivre le point de vue de plusieurs personnes, amis, famille, amants, ex, etc. Je crois qu'ils sont... 4, 5, je sais plus, entre les parents et les enfants et tout, sur 2 jours à vivre un week-end qui va un peu bouleverser leur vie. J'ai beaucoup aimé, c'est en même temps tout ce que j'aime dans la littérature irlandaise
en tant qu'écriture, en même temps ça se passe à Londres, donc c'est pas très représentatif, mais on sent qu'il y a, notamment au niveau des parents, des séquelles de ce qu'ont vécu les parents en Irlande quand ils sont débarqués à Londres. Il y a toujours ce truc de la drogue aussi qui plane sans arrêt dans les fêtes, dans les milieux dans lesquels ils gravitent. Donc j'ai bien aimé, il y a plein d'enjeux et tout. Ça m'a juste laissé... En fait, de temps en temps, ça me fait ça avec la littérature. Il faut pas jouer avec la chaise, ça va être agaçant. Ça me fait un peu ça des fois dans la littérature irlandaise, c'est que ça me laisse... À la fois, je suis profondément avec les personnages, et à la fois, ça me laisse un peu en dehors. Et ça m'avait fait un peu ça avec Retour à Belfast, qui est sorti en poche là. À chaque fois, j'aime ce que je lis. C'est une très bonne lecture, mais je suis toujours avec les personnages et un peu en dehors. Ce qui fait que c'est jamais totalement clair dans ma tête ce que je ressens par rapport aux personnages et au livre. Et en même temps, il y avait quand même des phrases vraiment très très bien senties de la part de l'auteur. Pareil, il y a des questionnements autour de la maternité, autour de la famille, autour de l'amitié, autour de l'amour. Donc c'est pas du tout inintéressant, mais j'ai eu du mal à être pleinement dedans tout le long du roman, tout. Et en plus de ça, on peut penser ce qu'on veut de Sally Rooney. C'est vrai qu'elle ne fait pas de l'unanimité, mais moi je trouve qu'au moins elle aboutit ce que pensent et ressentent les personnages. Et je trouve que dans le livre de Oisin McKenna, il y a le début de ça. C'est que on est déjà vraiment dans une sorte d'introspection, de description des émotions et des sentiments d'une jeune génération comme d'une moins jeune, mais en tout cas des gens d'une trentaine d'années, on s'y retrouve complètement. Personnellement, je m'y suis retrouvée complètement, c'est pour ça que j'ai apprécié le livre. Et en même temps, je trouve que c'est pas encore au point où on est complètement dedans. Bref, en gros, c'était vraiment pas mal, mais je vais surveiller peut-être son prochain roman. Ensuite, j'ai lu... Je n'ai pas envie de défoncer ce livre et en même temps, je n'ai pas du tout aimé. J'ai lu Sécher tes larmes de May Lepage, publié chez Verso, qui est un premier polar. Je sens que la maison d'édition veut le pousser et le pousse très fortement. La pousse aussi, l'autrice défend et travaille bien son truc, donc ça me fait un peu chier de descendre le livre. Mais franchement, ça m'a cassé les couilles. Mais c'était... En même temps, c'est très très bien fait, je l'ai pas lâché, c'est très efficace, je l'ai dévoré, c'est pas un souci. Ce qui m'énerve, c'est que c'est tout ce que je déteste dans le polar français. C'est que je trouve qu'on est obligé de nous faire des trucs clichés pour essayer de nous happer. Je sais pas comment dire. L'histoire, c'est une fille qui a été enlevée il y a 7 ans, je crois, je sais plus, ouais, 7 ans, par quelqu'un qu'on ne sait pas. Et en fait, 7 ans plus tard, si je dis pas de conneries, elle est de nouveau enlevée dans exactement les mêmes circonstances. Est appelée sur place l'inspectrice qu'on va suivre, qui la connaît parce qu'elle a grandi avec la gamine, connaît l'inspecteur que machin, et connaît surtout le lieu où ça s'est passé parce qu'elle y a grandi et il y a elle-même vécu un drame. Encore une fois, il faut absolument qu'il y ait un drame, parce que sinon on ne peut pas s'attacher au personnage. Je pense qu'on n'a pas tous vécu un drame pour être attachant dans la vie, hein, encore une fois. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je suis désolée, mais en tout cas, moi je déteste qu'on se sente obligé de nous faire un passé torturé à tous les personnages principaux du monde. Elle va là-bas, ressurgit son passé, ressurgit son machin. Ce que j'ai détesté, c'est le personnage principal, elle est insupportable et en plus de ça, elle est misogyne. Donc en fait, moi ça me tape sur le système. Alors c'est peut-être représentatif de ce qui se passe dans le milieu de la police, je n'en sais rien, mais en attendant, moi les femmes qui tapent sur les autres femmes, surtout quand c'est dans le même corps professionnel, je trouve ça contre-productif et débile et très agaçant, donc ben ça m'a... Deuxième chose, j'ai détesté la manière dont ça tourne. La fin, je l'ai trouvée, en fait il y a déjà de 1 assez précipité, et de 2 il y a quelque chose qui est pas résolu et on le résout en 2 lignes. Et c'est un truc un peu glauque, un peu bizarre. Et le fait de le résoudre en 2 lignes, je trouve ça trop bizarre et très malsain. J'ai pas du tout aimé. J'ai pas aimé l'enquête non plus. J'ai pas aimé la résolution. J'ai pas aimé le comportement de la nana avec les autres personnages autour d'elle, que ce soit les femmes, mais aussi elle a une sorte d'apprenti. Leur relation, mais j'ai détesté sa manière d'écrire, sa manière de penser, les trucs faussement poétiques là de... Je suis désolée hein, parce que May Lepage, elle a l'air très talentueuse, c'est pas un souci, mais moi ça ne m'a pas plu, c'est très personnel. Mais il y a des sortes de mini-poèmes, des petites envolées là entre... En fait ça mélange poésie et grossièreté et je trouve que parfois c'est bien fait et là c'était mal fait. Enfin, ça ne m'a pas plu. J'ai lu rapidement le Talisman des 4 dragons de
Merde, je ne sais plus qui. Bon, je suis désolée, je vous mettrai la couverture. C'est un court roman jeunesse qui sera en 4 tomes, qui m'a un peu rappelé Yona, princesse de l'Aube, parce qu'il y a une légende autour de 4 dragons. L'héroïne est assez mal léchée, elle est assez téméraire, je l'aime bien. Elle est assez attachante et elle est aidée d'un Fennec qui a aussi très mauvais caractère. Donc ils forment plutôt une bonne équipe. J'ai passé un bon moment. Après, c'est un jeunesse à partir de 9 ans, donc je ne vais pas m'étaler plus que ça. Mais si vous cherchez des lectures dès 9 ans, je vous le recommande. Ce sera en 4 tomes, c'est du fantastique. C'est très bien écrit. Il y a un petit côté légende arabe. Alors je sais pas si c'est un pays en particulier parce que du coup c'est du fantastique, donc je ne sais pas si c'est inspiré d'un pays en particulier, mais en tout cas il y a toute cette ambiance un peu orientale qui est très appréciable. Autre livre que j'ai détesté, comme Woke Up Like This, Journal d'un crush de Cassandra O'Donnell, publié chez Flammarion. Flammarion de ce début d'année, Flammarion jeunesse, vous n'êtes pas de mon côté, je ne vous aime pas beaucoup. Déjà, chose qui m'a énervée, que je ne savais pas et que mon représentant aurait dû nous dire, c'est que c'était une réédition d'un titre paru il y a quelques années. Et ça se sent. Oh oui, ça se sent, ça pue la merde. Alors non, je suis très méchante, ça ne pue pas la merde, mais si, ça pue un peu la merde. Parce que c'est un livre qui date et ça se sent. Alors ça date d'il y a très longtemps, je vous remettrai l'année si je retrouve, mais il n'est pas très vieux, mais pourtant j'ai l'impression que ça a été écrit dans les années 2000. Parce que franchement, les relations et tout le livre, encore une fois, chiant. C'est l'histoire d'une fille, d'une patineuse qui a arrêté sa carrière pour je ne sais pas quoi. Et puis elle rencontre un hockeyeur et le hockeyeur il flash sur elle et on ne sait pas pourquoi. Et puis ils s'aiment. Le roman est court, hein, il fait 250 pages. C'est écrit pour les bébés là avec des gros formats donc ça se lit bien, hein, c'est pas le souci. Non, vraiment c'est juste que ça n'a aucun intérêt. Vraiment, je ne vois pas l'intérêt de ce livre. Déjà, il n'y a aucune scène de patinage, aucune scène de hockey. Donc pourquoi nous mettre des personnages qui ont des sports aussi intéressant si c'est pour ne pas les utiliser, je ne vois vraiment pas l'intérêt. Et pareil, aucune alchimie entre les deux, il y a en fait, vraiment, c'est l'idée que vous faites un roman pour les 10-12 ans, une petite romance dans les années 2000, bah c'est ça, voilà. Et il y a des phrases, encore une fois, très clichés entre les personnages féminins jeunes, enfin, quand elles se parlent entre elles, quand elles parlent des garçons, machin, bidule. Il n'y a que le frère qui pourrait être potentiellement un garçon intéressant, mais il n'est pas assez présent et puis on n'aboutit pas le truc, donc non, c'était de la merde aussi. J'avoue que j'ai pas passé un super moment de bout en bout. On en vient au gros morceau de cette vidéo et on est déjà à 26 minutes 42, donc bon courage pour tenir jusqu'à la fin. Je vous parle de Blood Over Bright Heaven de M.L. Wang, traduit par Emmanuel Chastelière et publié chez Calix, au label Calix. Donc c'est l'autrice de The Sword of Kaigen que j'avais lu et beaucoup aimé l'année dernière. J'ai fait une vidéo, je vous laisse la retrouver, je ne ferai pas le lien parce que j'ai la flemme. C'est son nouveau titre, quand on l'a travaillé avec ma collègue pour travailler une nouveauté 3-4 mois avant les parutions, il y avait sur l'argumentaire de quoi me séduire déjà de base. Bon, j'ai aimé The Sword of Kaigen, donc déjà j'attendais le titre de M.L. Wang avec beaucoup d'impatience. Deuxième argument, c'était écrit un mélange de FMA et de V.I. Schwab. Alors V.I. Schwab, on n'aime pas, elle a quand même fait des super titres, je trouve. Moi j'ai pas tout aimé, mais il y en a que j'ai adoré. Et Fullmetal Alchemist étant un de mes... alchimistes, enfin avec l'accent que vous voulez, étant un de mes mangas préférés, et une sorte de magie alchimique que j'adore, je me suis dit mais waouh, je veux lire ce titre absolument, je vous jure, je crois qu'on l'a travaillé en octobre ou en novembre, ouais je crois, octobre-novembre, je ne pensais qu'à lui, je guettais son arrivée en service de presse, pour le coup Calix sur ça, je les trouve très respectueux des libraires, enfin personnellement désolée mais moi ils envoient, donc très contente parce que des fois ça me fait rager pour les influenceurs. Et je n'ai pas du tout été déçue, j'ai dévoré le livre, c'était incroyable. Je comprends tellement la comparaison à Fullmetal Alchemist, mais ça j'en parlerai dans la partie spoiler, parce que je trouve que elle est très évidente pour certains points, mais qu'à la fin du roman, donc dans The Bright Over machin, on suit Siona qui est une hommage, qui devient la première femme hommage du pays dans lequel elle vit, Tirane, qui est une sorte de cité assez industrielle, protégée par un dôme, et ils sont protégés notamment de l'extérieur, qui est ravagé par une sorte de... Comment ils appellent ça? Faudrait que je retrouve... C'est pas la nécrose, c'est... Ah, faut que je me lève. Je sens qu'il faut que je me lève. Faut que je me lève. Bon, non mais en plus, c'est une bonne excuse que je doive me lever parce que... Quand même, faut montrer un peu la beauté du bouquin.
Non, il est quand même très beau, ça valait le coup de se lever. Donc la ville de Tirane et ses habitants sont protégés de l'extérieur et notamment de ce qu'ils appellent la souillure, qui est une sorte de mâle qui dépece, je sais pas comment on dit, en gros qui enlève la peau, les os et les trucs des gens. Le phénomène de la souillure est dégueulasse, décrit de manière très très bien, parce que quand on dit ce qui se passe aux gens qui sont touchés par la souillure, c'est immonde, c'est immonde. Donc on suit Siona qui devient la première femme hommage de Tirane, et on suit notamment aussi le personnage de Tomil qui est le dernier survivant, à peu près un des derniers survivants de sa tribu, qui vivait à l'extérieur de Tirane et qui a été frappé par la souillure. Donc il a perdu toute sa famille, il a perdu tout son clan, et son personnage, sa tribu, est considéré par tous les habitants de Tirane comme des sauvages et comme des sous-espèces, et deviennent en gros leurs esclaves. Ni plus ni moins, hein, ils font le ménage, ils n'ont le droit de rentrer que sous certaines conditions, sinon ils sont tués. Par la souillure ou tout simplement par les Tyrannais. Donc c'est vraiment une cité qui est à la fois une utopie, genre on promet sur le papier que vous allez trop bien vivre à Tirane, et en même temps n'y vivent bien que les gens haut placés et les gens qui ont de la thune et du pouvoir, ce qui est un peu le cas de Siona au niveau du pouvoir. Et ça leur donne de très bonnes excuses pour maltraiter le reste des gens. Et en fait, les deux vont se retrouver à travailler ensemble parce que Siona, étant la première femme hommage, elle est la risée et en gros, elle est maltraitée par tous ses confrères mages parce que c'est une femme et elle ne sait pas ce qu'elle fait, et elle est complètement bouleversée par ses émotions, pauvre femme qu'elle est. Donc ça, encore une fois, on retrouve la touche de féminisme et de la touche féministe et de féminisme de M.L. Wang, qui avait déjà dans The Sword of Kagan, dans une version différente, mais toujours là. Et donc cette magie dans cet univers est basée sur un principe d'alchimie. Donc techniquement l'alchimie pour moi c'est ce qu'on prend, ce qu'on donne, etc. Bon bref, si vous avez lu Full Metal vous-même vous savez. Et ils utilisent pour ce faire un incantographe, qui est cette sorte de machine que moi je trouve qui ressemble à une machine à écrire, dans laquelle ils rentrent des données et ça pompe de la magie à des données géographiques données. J'ai dit 2 fois données mais on s'en fout. Ça pompe de la magie et ça leur permet de faire de la magie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. C'est pas très compliqué en vrai, il y a 2-3 termes. En fait ça m'a fait un peu le même effet que Sword of Kagan, c'est que ça pourrait paraître impressionnant mais en fait c'est assez simple à comprendre. Et les deux vont se retrouver à cohabiter à travailler ensemble, parce que lui va devenir son assistant, parce que suite à un événement avec ses confrères de merde là, il retrouve à se travailler sous les ordres de Siona. Donc les deux n'ont pas du tout la même morale. Siona elle a grandi vraiment éduquée dans la pensée tyrannaise de base. En vrai elle est assez détestable aussi, mais c'est là où je trouve ça fort, c'est que pour le coup on arrive à nous faire pas forcément à justifier les actes de Siona, mais à les comprendre par le fait qu'elle ait grandi que avec certaines pensées, elle a vraiment été élevée comme ça, donc pour elle il y a des choses qui coulent de source, là où Tomil, lui il a tout perdu, donc en fait c'est un survivant, il méprise aussi les Tyrannais, et il a bien raison parce que c'est des... Le roman est pas, j'allais dire pas aussi épique que The Sword of Kagan, parce qu'il est beaucoup dans les dialogues, dans des très longues conversations contre Tomil et Siona sur la morale, sur le pouvoir, sur plein de sujets différents, encore une fois très bien abordés et très bien décortiqués dans leurs dialogues, parce qu'ils n'ont pas du tout la même manière de penser, donc aller essayer de se comprendre c'est compliqué. Mais l'autrice s'en sort bien. Au début ça m'a un peu perturbée justement le format, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de dialogues, mais beaucoup de pavés de dialogues, et ce qui faisait que des fois on avait... Je dis pas que l'univers était pas construit, parce que c'est pas vrai, mais c'était beaucoup d'échanges entre les deux personnages, et pour nous expliquer en fait comment ils en sont arrivés là tous les deux. C'était bouleversant, parce que franchement ça met en colère, c'est vraiment un roman qui m'a remué. Il y a des scènes terribles à tous les niveaux, que ce soit encore une fois dans la morale, dans ce qu'ils vivent physiquement. Il y a des scènes un peu dégueu quand même, enfin, que moi j'ai trouvé dégueulasse. Mais franchement je pense que j'oublie de dire plein de trucs parce que c'est très compliqué d'en parler sans spoiler. Je trouvais que c'était un roman qu'on ne pouvait pas lâcher, malgré le fait que parfois il se passait pas grand chose vu qu'il y a beaucoup de dialogues et que c'est beaucoup sur la recherche de l'origine de leur magie. Ça peut paraître un peu plan-plan, mais à aucun moment on ne s'ennuie. Il y a quand même des scènes d'action, mais alors les scènes d'action quand elles arrivent, on n'est pas près du tout à ce qui arrive. J'ai trouvé la fin très étonnante, très étonnante.
Je crois que je ne m'attendais pas à une fin comme ça. Et du coup, elle m'a à la fois pris de court, à la fois elle m'a agréablement surprise parce que c'est pas là où on pense qu'on va aller. Je vais faire une. Je pense que maintenant, parce que sinon ça va durer trop longtemps, je vais faire une toute petite partie spoiler. Donc, celles et ceux qui ne veulent pas être spoilés. Après, je vais pas. Si, je vais spoiler beaucoup. Oui, si, je vais spoiler quand même. Donc, tous les gens qui ne veulent pas être spoilés ou qui n'ont pas lu le livre, je vous dis à dans une prochaine vidéo parce que j'ai fini de vous parler de mes lectures de janvier. Et j'espère que vous ça va, n'hésitez pas à laisser vos coups de cœur, etc. Et pour tous les autres qui veulent entendre une partie spoiler, je vous en prie, restez. J'ai juste besoin de parler de deux trucs. Oui, cette position n'est pas très avantageuse, mais elle est très confortable, donc fuck it. Deux trucs, c'est que ça m'a énormément fait penser à Fullmetal Alchemist, parce qu'on parle d'un génocide quand même, d'un peuple au profit d'un autre, ce qui m'a fait beaucoup penser au Ishval, je sais plus comment on dit. Et ça, rien que pour ça, je comprends la comparaison parce qu'elle est... les scènes où les tyrannés parlent du peuple des Quen, le peuple de Tomil, oh là là, c'est vraiment horrible. Très bien fait, hein, mais horrible. Et deuxième truc, ce qui a dérangé certaines personnes, c'est qu'il y a une mini-romance entre Siona et Tomil. Je trouve que c'est pas... Déjà, c'est pas du tout partie prenante du livre parce que la mini-romance, s'il y en a une, elle est à la fin et franchement, elle prend 3 lignes, donc je trouve que c'est un peu abusé de parler de romance entre les deux. Je la trouve pas gênante parce que je la trouve justement assez bien écrite dans le sens où il y a toutes les raisons qui fait qu'ils ne peuvent pas devenir amis ou autre chose que assistant et maître pendant une bonne partie du roman, qui n'est jamais... En fait, à aucun moment, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, à aucun moment les actes condamnables, même des deux personnages ou de tous les personnages, ne sont pardonnés. Ils sont expliqués, donc c'est à nous de faire notre propre opinion, mais en fait c'est pour ça que je trouve la question de la morale importante dans ce livre, c'est qu'à aucun moment c'est dit ah putain Siona là, on lui pardonne, c'est vraiment un super personnage. Non, Siona en fait tout le long du roman, elle est vraiment ambivalente, elle est assez détestable, elle traite mal Tommy, elle lui dit des choses horribles. Lui, il se comporte mal à certains égards, mais en même temps, vu tout ce qu'il a traversé, vu comment on le traite, mais limite, lui, c'est justifié, fois 20 000 qu'il se comporte comme ça. Et en même temps, est-ce qu'il considère qu'il fait le bien, est-ce qu'il fait le mal? Ben, c'est encore une fois, c'est un sujet à débat. Donc, moi, je trouve que la romance, c'est pas le sujet du livre. Donc, et même, ça n'y est, même à la fin, ça n'y est pas. C'est juste que c'est expliqué par ce qu'il traverse, etc. Mais voilà, je trouve qu'il faut pas y aller en pensant qu'il y a une romance et il faut pas voir la romance comme un truc... Enfin, moi je la vois pas comme un truc négatif. Le fait qu'il y ait un petit baiser entre eux et qu'ils commencent à s'attacher l'un à l'autre, c'est un peu inévitable. Ils travaillent l'un avec l'autre tout le temps, ils ont à peu près la même tranche d'âge, ils ont des révélations sur l'univers et la magie tous les deux ensemble qui les bouleversent, donc c'est normal que quand on traverse une épreuve avec quelqu'un, on se rapproche, je pense, inévitablement de la personne, et donc bon bah voilà, il y a un petit rapprochement, mais bon. Mais disons qu'arriver à, pour celles et ceux qui l'ont lu, arrivé à la fin, 50 pages de la fin à peu près, je me suis dit mais c'est un tome 1, c'est pas possible que là on arrive à la fin, il reste encore... pour moi, dans mon imaginaire, il restait plein de choses à faire, plein de choses à vivre, des endroits où aller. Je pensais qu'on allait se déplacer, qu'on allait, je sais pas, faire plein de trucs encore. Et en fait, là, ça se finit d'une manière si brutale que mon cerveau a fait un petit hein, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais où suis-je? Où sommes-nous? Donc rien que pour ça, je trouve que la fin abrupte et inattendue, enfin pour moi elle était inattendue, elle est très bien pensée. Voilà. Donc j'ai adoré ce livre, je vous le conseille évidemment. J'ai adoré, je le trouve très différent de ce Sword of Kagan et en même temps assez similaire sur certains sujets. C'est vraiment une autrice que je vais surveiller parce qu'elle fait déjà elle fait des one-shots, ce que j'adore parce que franchement les séries j'en peux plus. Et moi je n'arrive pas à suivre les séries, je suis pas assez assidue pour ça. Célia, toi-même tu le sais. Mais franchement, une excellente lecture. Sachez qu'en février, déjà, je vous parlerai de La Correspondante de Virginia Evans, qui est mon nouveau coup de cœur. Je tease déjà, mais quelle lecture incroyable. Si d'ici là, je n'ai pas fait de nouvelles vidéos, je vous invite fortement à vous procurer La Correspondante de Virginia Evans, publiée chez La Table Ronde et traduit par, je suis désolée, je ne sais plus qui. C'était... une de mes meilleures lectures depuis Je pleure encore la beauté du monde, parce que même si Les Fantômes de Shearwater étaient génial, c'était quand même un peu en dessous de ce que j'avais ressenti, et La Correspondante a eu
mon petit cœur sur des... Voilà, il a eu mon petit cœur, je vous le conseille. Je vous laisse ici, c'est très très long, je suis désolée, je vais essayer de cutter comme je peux, mais ce sera comme ce sera. Et ce sera déjà pas mal que je sois revenue faire un bilan. J'espère que vous avez fait de belles lectures, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et je vous dis à très bientôt, peut-être dans une nouvelle vidéo. À la prochaine!